Le Cameroun. Entre le Sahel et l'Afrique équatoriale, une succession de chaînes de montagnes, de volcans encore actifs et de vallées parmi les plus arrosées de la planète. Nous sommes au pays de l'eau et du feu. 250 ethnies cohabitent dans cette ancienne colonie allemande, puis française et britannique. Le principal massif montagneux traverse le pays du sud-ouest au nord-est. Partout, des volcans. Le plus célèbre est le mont Cameroun. Il culmine à plus de 4000 mètres. On l'appelle le Père ou le char des dieux. Paysage grandiose, air pur, les volcans des monts Manengouba dominent les plus beaux plateaux de l'Ouest africain. On nous avait parlé des 2 lacs jumeaux du Manengouba. Les voici. Ces lacs volcaniques peuvent atteindre par endroits plus d'une centaine de mètres de profondeur. Une légende raconte que l'un de ces 2 lacs est mâle et l'autre femelle. La légende dit aussi que l'un des 2 est sacré et égare à celui qui s'y baignerait. Les villageois viennent parfois présenter leurs offrandes pour invoquer la clémence des dieux. Nous en ferions bien autant. Le paysage est un hymne à la liberté et avec la chaleur ambiante, la tentation est grande. Mais quel est le lac sacré? C'est le lac mâle. La nature a bien fait les choses. Il n'y a aucun accès. Le lac femelle est beaucoup plus accueillant. On peut y piquer une tête avec l'accord des dieux, un plaisir auquel on ne résiste pas. Nous repartons vers les montagnes du pays Bamileke. Le climat change, moins d'humidité, mais un thermomètre qui monte toujours plus haut. C'est trop chaud. Justement, comme nous sommes déjà à la montée, Et le moteur chauffe un peu plus. un peu plus. Et Il faut de temps en temps ajouter de l'eau. On est habitué. Chaque fois c'est pareil. C'est un international. On est à 630 mètres d'altitude déjà là. On a encore grimpé. Là on va monter jusqu'à 1500. Et il y a plus d'humidité dans l'air ici par exemple. Tchapachouaou est notre guide. Cet ancien haut fonctionnaire à la retraite est originaire de Babouantou, au cœur du pays Bamileke, où l'on parle aussi français. Nous arrivons à proximité du village de Babouantou, là où Tchapa est né et a grandi. Il tient à nous faire visiter sa maison, sans doute parce qu'elle est le symbole de sa réussite. Mais aussi parce qu'il est très fier d'avoir relancé une vieille pratique artisanale. Enfin! C'est beau, c'est bien. C'est beau, c'est bien, c'est bien. C'est bien, félicitations. Faut que tu me couvres ça. On ne doit pas voir le crépi. Ceux qui doivent inaugurer la chambre arrivent le 23, et c'est 2 blancs. Donc on fait attention.
C'est le travail qui a été fait par ce jeune homme que j'ai encouragé dans ce métier parce qu'il venait de la ville pour refaire le village et travailler le bambou. Et je l'ai encouragé à faire des formes différentes, à faire ce genre de plafond. Avant, on liait les bambous tout droit et on ne travaillait pas particulièrement. Il allait tout droit, on le serrait avec des lianes et ça faisait un grenier. Et c'était juste comme ça qu'on faisait un plafond. C'est de là donc que nous est venue l'idée de transformer cela, de valoriser nos plantes et également l'art. Je suis peut-être l'inspirateur de beaucoup de métiers de ce village, même pour le plafond en bambou. C'est beau, c'est décoratif. On ne cherche pas mieux. Les montagnes volcaniques du Cameroun, qui traversent le territoire Bamileke, culminent dans cette région à plus de 2000 mètres. Les Bamileke constituent l'ethnie la plus importante du pays. Ces agriculteurs et éleveurs de petits bétail ont toujours veillé jalousement à leur indépendance face au pouvoir central, quel qu'il soit. Ils ont la réputation d'être très durs en affaires et très solidaires. Chez les Bamileke, tout enfant du pays qui a réussi est tenu d'aider les siens. Chapa, qui a gardé des liens très forts avec son village natal, n'entend pas déroger à ce code d'honneur. L'ancien haut fonctionnaire a fondé une association villageoise à l'origine de nombreux projets, comme ce futur centre de santé essentiel dans ces montagnes isolées. La salle d'attente commencera dès l'entrée, se prolongera jusqu'ici, et il y aura un escalier en colimaçon ici. Consultation, soins ici, salle d'accouchement là, hospitalisation, on a prévu 6 lits. Nous ne pouvons pas rester là à attendre pour dire que les pouvoirs publics vont venir le faire à notre place. C'est aussi parce que la vie en montagne est plus dure. Elle est plus dure, elle est plus dure, elle est plus dure. Comme on dit, on a un devoir de solidarité plus fort. L'argent viendra essentiellement des cotisations de nos membres et des apports des sympathisants. Et des gens comme toi, par exemple. Comme vous. Comme moi et comme vous. Si le dispensaire est loin d'être achevé, d'autres projets sont déjà réalisés. Cette école permet à tous les enfants de la région d'être scolarisés. Pourquoi on compte comme ça? On écrit 30, on sépare avec un petit trait. 30, on sépare, 31, efface, tu le prends. Voilà au tableau la figure. Qu'est-ce que c'est? Papa Isaac est l'une des figures du village. Les plantations de café, longtemps nombreuses dans la région, sont de moins en moins exploitées. Papa Isaac est l'un des derniers producteurs à toute petite échelle. Pour savoir s'il est bon ou mauvais, je le cueille à la main, je le sèche et je le vends. C'est celui qui achète qui sait s'il est bon ou pas. C'est lui qui fait le tri. Moi je cueille, c'est tout. Quand on cueille le café, on prend tout. Après je les sèche. Je ne fais pas le tri à ce stade. Ce qui est vraiment mauvais est rejeté au moment où ça passe dans la machine. Ça se croque ou ça se suce? Non, non, tu suces seulement. C'est bon, c'est sucré. Le sucré là, à cet état sucre. Donc le sucre qui est dans la... Le sucre dans la graine permet de la faire fermenter un peu. C'est sucré, oui. Très bon. L'histoire du café... Parfois on raconte qu'on a découvert que les chèvres qui en mangeaient ne dormaient pas, dans la région d'Arabie. C'est ce qui a donné le nom au café, Arabica. On s'est rendu compte qu'elle dormait plus? Elle dormait plus que quand elle faisait feu, le chef... On s'est rendu compte qu'elle dormait plus régulièrement. Elle dormait plus régulièrement.
C'est comme ça qu'on a trouvé que le café était un stimulant, un dopant pratiquement. C'est ce qui t'attend. C'est une photo qu'il a faite pour sa carte d'identité. Elle date de 1958. Quand la guerre d'indépendance a éclaté, les Français sont venus nous chercher pour nous emmener à Babouantou, où ils avaient installé un camp. Il y avait des soldats qui gardaient. Mais nous, nos champs et nos maisons étaient ici, sur les hauteurs. C'est ici qu'il y avait les restes et les crânes de nos ancêtres. Alors beaucoup sont partis et ne sont jamais revenus. Après la Première Guerre mondiale, les Anglais et les Français ont administré l'ancienne colonie allemande jusqu'en 1960. Jacob Tsatitsa est historien. Il raconte comment les Français avaient organisé des camps de regroupement forcé. Ça, c'était ma maison. Le déplacement était involontaire parce qu'ils étaient contraints de rejoindre les camps de regroupement et ceux qui ne les rejoignaient pas étaient décimés systématiquement en brousse. Est-ce que l'armée française vivait dans le village ici aussi où ils venaient seulement? L'armée française n'a pas. L'armée française n'a pas commis de troubles dans ce village, puisque ce village ne s'était pas rallié. Il ne s'était rallié à personne. Les deux là discutaient comme ça, même le village ne s'était pas rallié à quelqu'un. C'était une chanson que le chef avait entonnée. C'était une chanson que le chef avait entonnée pour rallier tous ces gens. À lui-même. Il ne voulait pas que quelqu'un aille en brousse pour être maquisard. Il ne voulait pas que le sang soit versé. La chanson dit, si vous marchez en groupe, restez toujours en groupe. Que personne ne détourne l'autre, que celui qui détourne son ami meurt. Aujourd'hui, Chapa veut aider les villageois à s'installer sur les hauteurs. Mais d'importants travaux d'infrastructure sont nécessaires. Par exemple, pour faire venir l'eau. Face aux services publics défaillants, une fois de plus, Chapa et ses compagnons ont décidé de retrousser leurs manches. Mais le relief de la région est un sérieux handicap. Avant lui, les anciens avaient renoncé à construire en altitude. C'est quand j'ai fait ma première maison au sommet d'une colline que j'ai compris pourquoi les anciens construisaient plutôt en bas. Il y avait trois raisons essentielles à cela. La première raison, c'est qu'il fallait réussir à vaincre le vent, qui peut emporter le toit. La deuxième, c'est qu'il fallait vaincre le froid qui peut tuer. Et la troisième, c'est justement le problème d'eau. Nous avons fait ce bassin de rétention qui contient environ 50 mètres cubes. Ça nous permet d'avoir de l'eau en permanence dans le village et dans les villages voisins. Je le fais pour payer ma dette envers la société. J'ai eu une éducation, je n'ai eu à aucun moment de difficulté pour faire quoi que ce soit. Alors je me dis que j'ai le devoir de participer à l'émancipation de tous. C'est un devoir. Les Bamileke partagent leurs montagnes avec les Mbororo. Ces éleveurs vivent sur les hauts plateaux, là où se trouvent les pâturages. Anciens nomades, ils sont aujourd'hui sédentarisés. Ils tiennent la plupart des échoppes du marché où ils vendent la viande de leurs bêtes.
Saïdou nous invite dans sa ferme, où vivent ses 10 enfants et ses 3 épouses. Elles attendent toutes les deux des enfants? Ouais. En même temps? Elles ont 2 ou 3 mois de différence. C'est ça? Elle, c'est ma première femme. Là-bas, ma deuxième. La troisième est en voyage. Elle est allée voir ses parents. Chez nous, les musulmans, on ne jette pas les femmes dehors. On peut avoir 1, 2, 3 et même 4 femmes. Si tu as les moyens, tu peux avoir 4 femmes. Ça coûte de l'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir plusieurs femmes. On peut aller voir la maison de ma mère. Les 3 femmes de Saïdou ont chacune leur maison, où vivent leurs enfants respectifs. Sur la ferme de Saïdou se trouve également la petite maison réservée à ses parents. Sa mère participe aux revenus de la famille grâce à l'artisanat traditionnel. C'est à elle que revient la charge de faire le beurre, avec le lait du troupeau. On met le lait dans cette jarre, on laisse reposer une nuit et on la remue comme ça. Mais en ce moment, le troupeau n'est pas ici, donc nous n'avons pas de lait. En cette saison sèche, les bêtes ont été emmenées vers de nouveaux pâturages. Le père de Saïdou est le premier à avoir rompu avec la tradition nomade de ses parents. Quand j'étais enfant et que c'était la saison sèche, on partait avec les bêtes, avec mon père et ma mère, pour aller trouver de l'herbe ailleurs, construire une autre maison en attendant que la pluie revienne. C'est mieux maintenant. On peut rester sur place, se construire une belle maison. C'est très fatigant de voyager tout le temps. Maintenant, c'est mieux. Et les enfants, ils vivront plus tard de pareil ou ils vont partir à la ville ou... Non, ils vont partir à la ville. Celui qui a envie de rester avec nous restera avec nous. Et celui qui a envie de partir en ville ira en ville. Et vous, les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on aime bien se balader sur le dos des animaux, mais pas trop loin. Le marché se tient chaque jour sur la Grande Route. C'est le lieu de rencontre entre les Bamileke et les Mbororo. Saïdou vient vendre la viande de ses bêtes et Chapa en apprécie la qualité. Saïdou devrait faire de bonnes affaires. Les chopes et ses brochettes sont réputées. Et ce soir, une fête importante va réunir tous les villageois. Pour profiter sans dommage des excès qui les attendent, Chapa nous livre son truc. Ça, c'est de la noix de cola. Ça a la propriété de réguler la pression, la tension dans le ventre quand on a beaucoup mangé. Et surtout des choses différentes qui sont de cohabitation difficile. Après ça, on bouffe une bonne noix comme ça et on dort comme un bébé, les poings fermés. Ça se croque, comme ça. C'est très amer, mais c'est très bon. Cette fin de semaine, tout le village se réunit pour des rituels de funérailles. Moment essentiel dans la culture bamileke. Ce sont de grandes fêtes conviviales et joyeuses. On a commencé à 7h du matin. Et on va le faire jusqu'à X heures, c'est-à-dire demain matin. Et vous faites quoi? J'écrase le piment avec le condiment. De l'ail et du piment, là? Le piment, ail, ginger. Ici, c'est quoi ça? Pâte d'arachide. On écrase les écrevisses, le piment, le cube, le poivre noir. On mange.
les funérailles de mon papa. Et là, c'est la boisson? Oui, c'est la boisson. C'est la boisson. C'est le vin. 22 heures. La brousse, habituellement endormie depuis longtemps à cette heure, est le théâtre d'une intense activité. Tandis que les femmes sont toujours en cuisine, la tradition veut qu'en cette veille de cérémonie, on rende visite à tous les membres de la famille du défunt, un par un. Danse, chant et alcool aidant, la veillée va durer toute la nuit. Pas de risque de s'endormir. Quand on tire les coups de feu, c'est pour chasser la mort. C'est pour chasser la mort. Et on ne tire pas les coups de feu n'importe comment. Le coup de feu est à 500 francs. Vous tirez le coup de feu au-dessus de votre tête ou de la personne que vous suivez, c'est-à-dire de la personne qui vous a invité. C'est pour ça que vous voyez qu'à un moment donné, un des danseurs se retrouve avec 7 ou 8 tireurs qui font comme un feu d'artifice au-dessus de sa tête. Alors voilà, c'est eux qui nous ont empêchés de dormir toute la nuit. Toute la nuit, on a filmé hier soir, et puis en fait ça a continué toute la nuit. C'est très codifié en fait, toutes les familles ont leur propre rangée, enfin on va voir ça d'un peu plus près. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles proprement dites. Pour ce rituel très ancien, les participants forment de longues rangées où chacun tient une place précise le long d'un tissu traditionnel, le nkandi. Soudain arrivent ceux que tout le monde attend, les membres des sociétés secrètes. Ils sont chargés de faire respecter les coutumes, notamment celles qui consistent à capturer l'héritier qui a été désigné par le défunt. L'intéressé n'en a pas été averti et n'a pas son mot à dire. Il doit accepter sa nouvelle fonction, que ça lui plaise ou non. En un long cortège, les membres de la société secrète présentent l'héritier, nouvelle autorité de la famille, au chef qui préside la cérémonie. Les danses se poursuivront encore de longues heures.
Là-haut, dans les brumes, le volcan veille. Mais le char des dieux est toujours prêt à se réveiller, pour rappeler aux hommes qu'au pays de l'eau et du feu, il faut savoir lui parler avec respect.